Sam et Mark Bailey, désormais célèbres couple de médecins néo-zélandais, viennent de publier l'excellent Ne croyez plus aux pandémies aux éditions Marcopiéteur. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, peut-être devrait-on dire plutôt qu'ils étaient médecins, vu leur situation compliquée suite à la répression des autorités pendant la crise Covid-19. Mark a quitté la pratique clinique en 2016, déjà fortement insatisfait du système médical allopathique. Lorsque 2020 arrive, Sam est toujours en activité. Ils ont tous deux créé une chaîne de santé sur YouTube dont le succès retentissant va leur attirer les foudres des autorités. La Nouvelle-Zélande est alors dirigée par Jacinda Ardern, première ministre dont les interventions et les décisions prises donnaient presque l'impression que les Français étaient dirigés par des gens normaux. Le couple Bailey réalise un travail impressionnant en quantité de contenu, mais également en niveau de profondeur. Ils ne font pas un simple exercice de surface en relayant les paroles des spécialistes, mais vont jusqu'au bout des choses en questionnant le bien fondé de chaque affirmation scientifique. La conclusion de leur travail est celle du titre et du sous-titre « Ne croyez plus aux pandémies, le concept de germe contagieux mortel est révolu ». Déjà, soulignons que le verbe « croire » est parfaitement choisi. Cette vidéo est d'ailleurs une excellente occasion de clarifier les choses. À la suite de mon livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, un débat a émergé sur les réseaux sociaux sur le fait que je crois ou non au virus. En fait, depuis le début de cette crise, je m'acharne à repartir scientifiquement du bon pied et à cesser de croire en quoi que ce soit. Il y a des choses que nous pouvons observer dans la nature ou par expérience et il y a le reste. Ce reste n'est que hypothèse, spéculation et parfois pur fantasme. Repartir de l'expérience, comprendre le travail des uns et des autres, affiner ce regard critique est la seule manière de sortir de la croyance. Dans leur livre, Sam et Mark démontrent que l'histoire racontée du virus tueur qui va ravager l'humanité, en infectant des individus qui vont se le transmettre et contaminer la Terre entière, n'est qu'une fable hollywoodienne. La raison en est simple, mais doit être clairement exposée. Les études prétendant identifier ce germe tueur ne respectent pas la méthode scientifique. Aujourd'hui, il n'y a pas davantage de raison d'avoir peur du méchant germe mortel que du monstre sous son lit. Une bonne pandémie démarre d'abord par une bonne histoire. Les auteurs rappellent à juste titre l'épisode des Chinois tombant raides morts dans la rue, dont la presse internationale se faisait le relais. Des morts mystérieuses que le gouvernement chinois voulait nous cacher, selon les articles à sensation, alors que des espèces de cosmonautes en combinaison étaient envoyés sur place pour se laisser prendre docilement en photo et se retrouver dans des articles de presse. Ce paradoxe parfaitement ridicule du grand secret mis sur le devant de la scène devrait nous mettre la puce à l'oreille sur le crédit à donner à la crise Covid-19. Il est affreusement régulier de lire des articles de presse faisant état d'un nouveau virus tueur dont il convient d'avoir la plus grande peur. Le schéma classique ressemble à celui-ci. Certaines étapes n'existent que depuis l'invention de la production à grande échelle des tests RT-PCR. Des morts inexpliquées sont mises sur le devant de la scène. Elles sont inexpliquées mais viennent forcément d'un virus. Elles sont sur le devant de la scène car c'est un secret bien gardé qu'on voudrait nous cacher. Des médecins lanceurs d'alerte préviennent que le nouveau virus tueur est en route, qu'il va ravager la planète, mais personne ne veut les écouter. La maladie peut revêtir des formes multiples et même être asymptomatique. N'importe qui peut être porteur, même sans le savoir. Un laboratoire déclare avoir identifié le virus responsable de la maladie et publie sa séquence génétique. Un kit de test est inventé, breveté et vendu. Il est alors utilisé à grande échelle pour détecter les porteurs de la maladie. Des scientifiques enquêteurs remontent la piste de la maladie jusqu'au patient zéro, déclaré comme le premier cas connu de la maladie, celui que l'on pourra montrer du doigt comme responsable de la diffusion de la maladie à l'humanité. D'autres scientifiques accusent certains animaux d'être porteurs de la maladie et de l'avoir transmis aux humains. C'est le principe de la zoonose. À ce stade, si l'espèce accusée fait l'objet d'élevage, les autorités sanitaires préconisent un abattage à grande échelle des accusés. La piste de la fuite du laboratoire est privilégiée. Un virus mutant se serait échappé et réfugié dans une espèce animale qui aurait servi de réservoir, avant de le transmettre à un humain. Des scientifiques finissent par mettre au point un vaccin permettant de se protéger contre le virus. Les gouvernements du monde entier se ruent sur ce miracle, l'achètent une fortune avec l'argent des contribuables et le proposent à ces derniers gratuitement. Les productions hollywoodiennes utilisent régulièrement ce schéma populaire.
On retrouve les films Alerte de 1995, 28 jours plus tard en 2003, 28 semaines plus tard en 2007, Infecté en 2010, Contagion en 2011, Pandémie en 2014, Songbird en 2020, Alive en 2021, ainsi que des séries Regenesis entre 2004 et 2008, The Walking Dead entre 2010 et 2022, The Last Ship entre 2014 et 2018, See en 2019, The Hot Zone en 2019 aussi, Sweet Tooth en 2021, The Last of Us en 2023, pour n'en citer que quelques exemples tellement la liste est longue. Chacune de ces œuvres propage, bien mieux qu'un virus, le scénario de la pandémie. Aujourd'hui, tous ceux qui ont vu un ou plusieurs de ces films ou séries sont non seulement habitués au narratif pandémique, mais encore mieux, ils connaissent à l'avance le scénario qui va se jouer. À chaque nouvelle annonce d'épidémie, ils attendent la suite de l'histoire. L'identification du pathogène, les mesures exceptionnelles à prendre pour éviter l'effondrement de la société et la découverte du vaccin miracle qui va sauver l'humanité. Notons que ces productions annoncent que la chute des gouvernements entraîne nécessairement le chaos. Des bandes armées prennent alors le pouvoir pour imposer d'affreuses dictatures. La fin de l'épidémie se trouve dans la découverte du remède par des scientifiques dévoués à la cause humaine. La morale sous-jacente est qu'il faut obéir sagement à nos gouvernements qui veulent notre bien et financer à coups de milliards de dollars la recherche pharmaceutique. Qui nous protégera contre les méchants virus? On a déjà vu plus fin comme suggestion. Avant de discuter des résultats scientifiques sur lesquels se base la terreur de l'apocalypse pandémique, il est nécessaire de rappeler ce qu'est une démarche scientifique. Le principe général consiste à tenter d'expliquer un phénomène à l'aide d'observations et ou d'expériences. Un observateur constate un phénomène pour lequel il lui semble avoir identifié une cause. Il souhaite vérifier que ce qu'il suppose être la cause provoque bien le phénomène en question. Il va mettre en place un protocole au sein duquel il va isoler la cause de tous les autres éléments nécessaires à l'expérience, afin d'avoir une expérience test qui contient la cause et dont il attend qu'elle déclenche le phénomène. En face, il réalise une expérience témoin qui possède tous les autres éléments sauf la cause et qui ne doit pas déclencher le phénomène. Le phénomène est donc censé changer en fonction de la présence de la présumée cause au sein de l'expérience. Si l'expérience est probante, alors le chercheur va publier ses résultats en expliquant clairement son protocole afin que d'autres chercheurs puissent la reproduire. La reproductibilité est une autre condition de la démarche scientifique. En effet, il peut exister des variables cachées que notre premier expérimentateur n'a pas prises en compte dans son expérience initiale. Ça peut être un oubli, un manque de connaissances, une incapacité à isoler certaines variables, ou même une exclusion volontaire. Il convient d'être particulièrement méfiant, surtout lorsque des milliards de dollars sont en jeu. Plus l'expérience est reproduite par des chercheurs différents et sans conflit d'intérêts, plus la confiance est grande. En tant que statisticiens, nous avons absolument besoin d'une expérience témoin. Le principe général est d'étudier des phénomènes complexes pour lesquels une cause va déclencher une conséquence, mais pas 100% du temps. Il faut alors réaliser un grand nombre d'expériences tests, un grand nombre d'expériences témoins, de façon à montrer que la conséquence arrive beaucoup plus souvent dans l'expérience test que dans l'expérience témoin. Pour précision, la conclusion statistique n'est jamais que la cause déclenche la conséquence, mais uniquement que ces deux phénomènes sont corrélés. On constate qu'ils arrivent trop souvent ensemble pour que cela soit dû au hasard. Le principe de causalité n'est jamais montré à l'aide de statistiques, mais par d'autres raisonnements. Quoi qu'il en soit, tout statisticien doit être extrêmement vigilant sur la qualité de l'expérience témoin pour pouvoir faire correctement son travail. Par exemple, dans le cas d'une maladie observée, pour laquelle un scientifique pense que la cause est un virus, il convient de mettre en place une expérience avec témoins. Il faut d'abord isoler le virus, qui doit être une variable indépendante connue. Il faut un groupe test qui va être en contact avec le seul virus et un groupe témoin qui ne va pas l'être. Si le virus est mélangé avec d'autres éléments, ces éléments doivent être mis en contact avec le groupe témoin aussi. Les deux groupes doivent être dans le même environnement et ne pas être influencés par les informations qu'ils ont. Autrement dit, le groupe témoin ne doit pas savoir qu'il n'a pas été en contact avec le virus. Et au bout de l'expérience, on doit constater que les individus du groupe test sont malades et que ceux du groupe témoin sont en bonne santé. D'entrée de jeu, nous faisons face à un problème majeur. L'impossibilité pour les virologues d'isoler au sens propre un virus pathogène. Ils utilisent le verbe isoler lorsqu'ils mixent différentes méthodes pour identifier un virus.
La mise en culture, la photographie par microscope électronique à balayage, le séquençage et test PCR. Comme nous allons le voir, aucune d'entre elles n'isole l'élément virus. Il s'agit à chaque fois d'étudier un joyeux mélange. Et à ce jour, jamais personne n'a réussi à isoler une particule identifiée comme un virus pathogène, c'est-à-dire le séparer de tout autre élément afin d'en étudier les propriétés. Pour comprendre d'où vient l'hypothèse du virus pathogène tueur, faisons un petit rappel historique. En 1878, Louis Pasteur publie sa théorie des germes. Selon lui, les maladies sont causées par des germes, c'est-à-dire par des microbes, qui s'appellent plutôt animalcules à l'époque. La raison pour laquelle les humains tombent malades, selon Louis Pasteur, c'est parce qu'ils sont infectés par des microbes. Et inversement, Louis Pasteur a tendance à accuser tous les microbes de rendre malades. À la même époque, son homologue allemand Robert Koch, concurrent direct de Louis Pasteur à la postérité, va imposer des critères pour pouvoir affirmer qu'un microbe est un pathogène. Ce que l'on va appeler plus tard les postulats de Koch. 1. Le micro-organisme doit être présent chez tous les organismes malades et absent des organismes sains. 2. Le micro-organisme doit pouvoir être prélevé sur un organisme malade et mis en culture pure et stable sur plusieurs générations. 3. Le micro-organisme prélevé sur un organisme malade et mis en culture peut être inoculé à un nouvel organisme qui développe alors la maladie avec tous ses symptômes. Et 4. Le micro-organisme isolé de cet organisme doit être identique à celui précédemment isolé. Ces 4 postulats sont des conditions minimales pour prétendre qu'un microbe est un pathogène, c'est-à-dire qu'il rend malade. Robert Koch est notamment célèbre pour avoir isolé le bacille de Koch dont on prétend qu'il déclenche la tuberculose. Dans la réalité, le bacille de Koch ne satisfait aucun des 4 postulats de Koch, même pas le premier. Ce bacille est absent chez la plupart des malades de la tuberculose en première phase de la maladie, il ne peut donc pas causer cette maladie, et le bacille est présent chez des organismes parfaitement sains. Il y a donc de base une erreur d'interprétation concernant les microbes en leur attribuant des pouvoirs pathogènes qui n'ont jamais été correctement démontrés. Et à ce jour, absolument aucune bactérie ne satisfait à ces 4 postulats. Pour le virus, c'est encore pire. L'histoire du virus est née d'une expérience qui aurait dû être une expérience témoin, mettant en évidence qu'il y a une erreur d'interprétation concernant les microbes. Il s'agit de l'expérience de la mosaïque du tabac. En 1892, le chercheur Dmitri Ivanovski étudiait la maladie de la mosaïque du tabac et a montré qu'un extrait de plante malade passé à travers un filtre de Chamberland, un filtre donc très fin à tel point qu'il retient les bactéries, continuait de rendre malades les autres plantes. Cette expérience annule la théorie du germe. On peut considérer que c'est une expérience témoin. On suppose que les plantes du tabac sont malades à cause d'un germe, mais lorsqu'on filtre un extrait de plante pour le balancer sur les autres, les plantes continuent d'être malades. La conclusion, ce n'est pas un germe qui rend malade les plantes. Plutôt que d'arriver à cette conclusion, c'est là qu'est née l'hypothèse virale, ou plutôt la spéculation virale, à savoir que puisque l'expérience témoin montre qu'on a faux, on va dire qu'on a quand même raison et qu'il y a donc un élément plus petit que la bactérie qui rend malade les plantes et c'est donc de là qu'est née l'hypothèse virale. Il y a forcément un virus dans l'échantillon puisqu'il y a forcément un pathogène pour rendre malade la plante. Comme nous allons le voir, la totalité de la virologie fonctionne sur cette spéculation. C'est-à-dire que l'on admet qu'il y a forcément un virus qui rend malade le patient, et derrière, on ne va choisir que les éléments qui nous confortent dans cette hypothèse, et refuser de faire des expériences témoins, ou quand il y en a, on va les réfuter de façon à continuer de maintenir l'hypothèse virale. Afin de bien comprendre le manque de preuves concernant l'existence du virus mortel responsable de l'apocalypse, prenons le temps de détailler les 4 méthodes utilisées. Dans ce cas de la culture virale, nous allons voir que les virologues font l'hypothèse que c'est forcément un virus qui rend malade la personne et donc mettent en place une expérience pour se conforter dans cette idée. Ils vont prendre un échantillon du patient, s'en servir pour faire mourir les cellules et accuser ce virus qu'ils imaginent être là d'avoir fait mourir les cellules. Et jamais ils ne mettent en place d'expériences témoins à partir d'échantillons de personnes saines pour vérifier que les cellules ne meurent pas quoi qu'il arrive. La culture virale consiste à déposer un échantillon sur des cellules cultivées dans des boîtes de pétri pour que se développent des virus. Les virologues disent mettre en évidence la présence de virus lorsqu'ils observent un effet cytopathique sur les cellules, c'est-à-dire qu'elles deviennent malades et meurent.
La culture virale avec effet cytopathique est aujourd'hui considérée comme le gold standard, l'étalon or de la virologie. Commençons par vérifier que cette expérience respecte la méthode scientifique. Pour la réaliser, il faut commencer par prélever un échantillon sur un individu malade, le plus souvent un échantillon de salive, et le passer au filtre ou à la centrifugeuse pour récolter uniquement les petits éléments. Le résultat obtenu est parfois appelé un isolat, bien que rien ne soit ni pur ni isolé à l'intérieur. À ce résultat va être ajouté du sérum fœtal bovin ainsi que des antibiotiques, la plupart du temps, et des antifongiques pour obtenir une belle soupe. Cette soupe va être déposée sur des cellules Véro. La lignée cellulaire Véro a été créée en 1962 à partir de cellules épithéliales de reins de singe vert africain. Elles sont conservées à moins 80 degrés dans de l'azote avec du diméthylsulfoxide, le DMSO, et peuvent être achetées pour réaliser des expériences de virologie. Le laboratoire qui veut s'en servir doit en assurer la décongélation en suivant des protocoles précis. Il faut notamment enlever le DMSO en réalisant une centrifugation pour éviter qu'il ne détruise les cellules. Ensuite, pour les multiplier et en avoir suffisamment, le laboratoire va les placer dans une boîte de pétri avec différents sérums nourrissants, le DMEM et le FBS par exemple. Une fois la boîte remplie, les cellules seront séparées pour coloniser de nouvelles boîtes de pétri en leur fournissant des sérums. Chaque étape de séparation puis colonisation est appelée un passage. Des cellules dites passage 4 ont subi 4 fois le processus de réplication. D'après les protocoles en ligne, il faut 2 ou 3 passages avant que les cellules n'atteignent leur taux de croissance normal, mais un trop grand nombre de passages ferait perdre la sensibilité des cellules au virus. Autrement dit, elles meurent n'importe quand sans lien avec la soupe balancée dessus quand on a fait trop de passages. L'étape suivante est de déposer la soupe préparée à partir de l'échantillon sur les cellules Véro cultivées pour l'occasion et d'observer ce qui se passe. Toute altération métabolique, biochimique ou morphologique des cellules est appelée effet cytopathique et interprétée comme la preuve de la présence du virus dans l'échantillon de départ. Si nous revenons à la méthode scientifique, nous constatons d'emblée plusieurs problèmes de raisonnement. Selon la méthode scientifique, le schéma devrait être le suivant, incluant un groupe témoin. Dans l'expérience test, nous avons un échantillon avec virus qui est censé être la cause du problème. On va utiliser des cellules Véro sur lesquelles on a fait des passages, différents sérums à toutes les étapes, des antibiotiques, des antifongiques, etc. Et au bout de ça, on observe un effet cytopathique. Dans l'expérience témoin, on doit avoir un échantillon sans virus, que l'on va mettre sur des cellules Véro avec passage, qui ont reçu du sérum, des antibiotiques, des antifongiques, les mêmes que pour l'expérience test. Et dans ce cas, on est censé ne pas observer d'effet cytopathique. On se demande d'emblée comment il peut être possible de mettre en place une expérience témoin, puisqu'on ne peut pas savoir si un échantillon contient des virus au début de l'expérience. On peut se dire qu'on fait une expérience à partir d'un échantillon pris sur une personne en bonne santé, c'est possible, mais dans ce cas, il faut assumer qu'un malade asymptomatique, ça n'existe pas. En effet, si on s'amuse à conclure qu'il y a un virus parce qu'on voit un effet cytopathique, comme le font les virologues, alors on tombe dans un raisonnement circulaire. Je veux savoir si l'effet cytopathique est bien révélateur qu'il y a un virus dans l'échantillon. Je prends une personne asymptomatique, je prends un échantillon, je me dis donc qu'il n'y a pas de virus, je mets cet échantillon en culture, j'observe quand même un effet cytopathique, j'en déduis qu'il y avait quand même un virus dans l'échantillon, et donc que l'effet cytopathique fonctionne tout le temps. Inversement, je prends une personne malade, je pense donc qu'il y a un virus dans l'échantillon, je fais une mise au culture, je n'observe pas d'effet cytopathique, j'en déduis qu'il n'y a pas de virus dans l'échantillon. L'effet cytopathique, c'est magique, ça marche donc tout le temps. Un des nombreux reproches qu'adresse le couple Bailey à la virologie, c'est l'absence d'expérience témoin dans les différents protocoles en virologie. Ça montre qu'il ne s'agit pas d'expériences ayant pour but de questionner une observation, mais uniquement de faire une affirmation que l'on peut traduire comme ceci. C'est le virus qui rend malade parce que c'est le virus qui rend malade. Les Bailey présentent à plusieurs reprises dans leur livre les travaux du docteur Stéphane Lanka, biologiste, dont la thèse de diplôme portait justement sur les virus. Il réalise les expériences témoins manquantes et montre notamment que les effets cytopathiques peuvent être observés sans aucun ajout de matériel prétendument infectieux, mais juste en respectant simplement les protocoles de mise en culture. Il suffit que les cellules soient stressées par des antibiotiques, les antifongiques ou même juste les passages pour observer un effet cytopathique. L'effet cytopathique n'est donc absolument pas spécifique à un virus et réaliser proprement des expériences témoins détruit tout simplement les conclusions des études. On comprend alors plus facilement leur absence quasi systématique dans les protocoles d'études. Dans l'ensemble des études que j'ai pu lire, j'ai trouvé une seule étude avec expérience témoin.
Elle est réalisée par l'IHU de Marseille à propos de la Covid-19 et de son virus associé, le SARS-CoV-2. Elle est publiée en décembre 2021. Ils ont comparé les résultats de la mise en culture d'échantillons en provenance de personnes présentant des symptômes de la Covid-19 à ceux d'échantillons en provenance de personnes saines. Et chacun peut constater que les échantillons des personnes saines, qui sont asymptomatiques, déclenchent davantage d'effets cytopathiques, positive culture, que ceux des personnes symptomatiques. Il n'y a donc pas le moindre rapport entre les résultats de la culture virale sur cellules et le fait d'être malade. C'est un sacré problème quand on fait l'hypothèse que les virus rendent malades et entraînent un effet cytopathique. Le résultat de cette expérience aurait logiquement dû servir à mettre un terme à cette mascarade. Pour le plaisir, notons que les cultures virales sont plus souvent positives chez les vaccinés que chez les non-vaccinés, ce qui n'a pas empêché certaines grandes figures de l'IHU de Marseille de prétendre que cette vaccination était utile. Mais à ce stade, on n'est plus à une contradiction près. Un autre problème de l'expérience de la culture virale, pourtant considérée comme le gold standard de la discipline, est son absence de lien avec l'observation initiale. En effet, l'idée est de comprendre pourquoi les humains tombent malades, et le sens de tomber malade correspond au fait d'avoir des symptômes, de ne pas se sentir en bonne santé. Ici, l'expérience consiste à placer un filtrat de salive sur des cellules de rein de singe vert décongelées et démultipliées pour l'occasion, afin d'observer d'éventuelles modifications d'aspect. Quel rapport y a-t-il entre des cellules de rein de singe vert et un humain, et entre des modifications sur des cellules et des symptômes de maladies respiratoires? A priori, aucun. Une telle méthode détournée n'a pu voir le jour qu'en absence de résultats probants sur les méthodes directes. Pudiquement, les microbiologistes admettent volontiers qu'il existe un gouffre entre les observations in vitro, réalisées avec ces expériences, de ce qui se passe in vivo au sein des organismes humains. C'est évident, mais ce n'est qu'une petite partie du problème. En résumé, le gold standard de la virologie, l'expérience censée prouver qu'il y a un virus dans un échantillon, consiste à récupérer un bout de salive, le balancer sur des cellules de rein de singe et constater que les cellules meurent, sans jamais avoir prouvé qu'en réalisant le même protocole, les cellules ne meurent pas de toute façon. Il s'agit donc d'une spéculation et pas de science. Cette expérience ne prouve absolument pas qu'il y a un virus dans l'échantillon initial. Dans cette partie, nous allons montrer que les virologues réalisent des photographies par microscopie électronique des cellules qu'ils prétendent avoir infectées avec des virus, de façon à montrer des petites taches qui ont une certaine forme et une certaine texture, dont ils disent qu'ils sont des virus, mais sans jamais l'avoir prouvé à aucun moment. Bien souvent, le résultat de la culture virale va servir à réaliser des photos visant à appuyer la thèse du virus pathogène. Les virologues utilisent depuis les années 60 des microscopes électroniques à balayage permettant de photographier des particules beaucoup plus petites qu'avec les microscopes classiques. Il est nécessaire de préciser que cette technologie nécessite de déshydrater l'échantillon à observer. Il faut donc faire l'hypothèse que cette méthode ne va pas altérer le résultat. Mais surtout, il convient de questionner l'interprétation que font les virologues de leurs observations. Au début de l'année 2024, le docteur Tom Cowan a répondu au journal Nexus, qui venait de publier une vidéo affirmant que l'IHU de Marseille avait isolé le virus du SARS-CoV-2, voulant ainsi mettre fin à toute polémique concernant ce sujet crucial. Dans ce reportage, le docteur Jean-Pierre Baudouin montre des images qu'il présente comme étant le coronavirus, précisant qu'il a des caractéristiques spécifiques différentes de tout le reste. Tom Cowan pose alors une question simple. Comment peut-on affirmer que ce petit rond de 80 à 100 nanomètres est bien le virus en question? À quel moment cet élément a-t-il été isolé du reste pour qu'on puisse étudier ses propriétés et vérifier qu'il s'agit bien du pathogène? Par comparaison, faisons le même type de raisonnement scientifique. Est-ce que cette photo prouve que le Père Noël existe? Dire que le Père Noël existe à partir de cette photo est-elle bien la bonne interprétation? De la même manière que pour l'effet cytopathique, nous sommes face à un raisonnement circulaire. Le laboratoire décide qu'il y a un virus dans l'échantillon et que c'est un coronavirus, donc rond avec une couronne et mesurant entre 80 et 100 nanomètres. Il va alors observer son échantillon au microscope électronique jusqu'à trouver une image qui correspond pour déclarer qu'il y a le virus dans l'échantillon. Une fois de plus, le raisonnement circulaire est possible par l'absence d'expérience témoin. Où a-t-on prouvé que la même expérience réalisée sur une personne saine rend impossible l'observation d'une telle particule?
Pour que cette expérience respecte la méthode scientifique, il faut à minima réaliser l'expérience jumelle à partir d'un échantillon d'une personne saine et prouver qu'aucun petit rond de 80 à 100 nanomètres n'est visible à l'écran. Pour utiliser une preuve statistique, il faudrait faire cette expérience des milliers de fois et non pas une seule. Par ailleurs, selon les affirmations de la théorie virale, il y aurait 1 million de milliards de virus dans le corps humain. Tomber pile sur celui que l'on cherche avec une telle méthode est une prouesse qu'il convient de saluer. Et pour finir, rappelons que l'IHU de Marseille suppose qu'il y a un coronavirus dans son échantillon, puisque ce dernier est ressorti positif au test PCR breveté par le docteur Drosten. Test dont la méthode et les nombreux conflits d'intérêts furent dénoncés dès 2020 par un groupe de chercheurs internationaux, mais nous reviendrons dessus plus précisément dans la partie consacrée au fameux test. Dans les deux premières parties, nous avons montré que les virologues n'ont absolument pas prouvé qu'il existait un virus dans un échantillon. Ici, nous allons montrer qu'ils continuent de faire l'hypothèse qu'il y a un virus dans l'échantillon, et cette fois-ci, ils vont faire du séquençage. C'est-à-dire qu'ils vont prétendre avoir identifié la séquence génétique du virus dont ils supposent l'existence. Pour ce faire, ils vont casser en petits morceaux tout ce qu'il y a dans l'échantillon et ensuite reconstruire façon puzzle une séquence dont ils vont prétendre quel est le virus qui infecte le patient. Malgré le manque de preuves expérimentales identifiant proprement le SARS-CoV-2 et démontrant que c'est un pathogène, la mode est d'affirmer qu'il s'agit du virus le plus étudié de l'histoire car on connaît très bien sa séquence génétique. À ce jour, plus de 16 millions de séquences différentes de ce virus et de ses variants ont été déposées sur JSED. Une séquence génétique est composée de nucléotides, l'adénine représentée avec la lettre A, la thymine T, la cytosine C et la guanine G. La première séquence publiée du SARS-CoV-2 est consultable en ligne sous le numéro MN908947.3. Elle fait 29 903 nucléotides de long et commence par ATT, AAA, GGTT. Il s'agit d'une séquence ARN, donc un seul brin. L'ADN a 2 brins, mais il suffit de connaître un seul brin pour avoir l'autre qui est complémentaire. L'adénine a en face de la thymine et réciproquement, et la cytosine a en face de la guanine et réciproquement. Le laboratoire chinois qui a publié la première séquence du SARS-CoV-2 a expliqué sa méthode dans Nature. Pour comprendre le contexte de l'époque, rappelons que fin 2019, une pneumopathie atypique est détectée sur 44 malades de Wuhan. Wuhan, ville chinoise de 13 millions d'habitants. Cette période correspond à des pics de pollution aux particules fines, les PM2.5 qui sont des particules d'un diamètre inférieur à 2,5 microns, et c'est comme chaque année à Wuhan. Ces particules sont connues depuis longtemps comme engendrant des problèmes respiratoires et sont d'ailleurs précisément surveillées pour cette raison. La forte concentration à cette période entraîne des recommandations de prudence à la population de la part des autorités chinoises. Qu'est-ce qui peut bien déclencher de grosses difficultés respiratoires chez 44 personnes dans une ville de 13 millions d'habitants en plein hiver alors que l'air est nauséabond? D'après l'OMS et les laboratoires, c'est forcément un nouveau virus tueur tant attendu qui va ravager l'humanité. Le 27 décembre 2019, le docteur Ai Fen, directrice du service des urgences de l'hôpital central de Wuhan, a examiné un de ses patients. Elle a utilisé un kit de dépistage du SARS-CoV-1 considéré comme responsable d'une épidémie de SRAS en 2003. Le test était positif, ce qui a fait conclure une nouvelle épidémie de SRAS arrive. Il est très important de retenir que la seule explication envisageable pour expliquer pourquoi les patients sont malades est forcément l'arrivée d'un nouveau coronavirus cousin de celui de 2003. Pour découvrir la séquence de ce nouveau virus, le laboratoire chinois a reçu le 3 janvier 2020 un échantillon de 200 microlitres de liquide de lavage broncho-alvéolaire en provenance d'un seul patient malade. C'est bien sur la base d'un unique cas que va démarrer toute la psychose Covid-19. La première étape de préparation consiste pour les laborantins à briser chimiquement tout ce qui se trouve dans l'échantillon de façon à libérer l'ARN du reste. L'ADN est détruit à l'aide d'enzymes et il reste ensuite à tenter de ne récupérer que l'ARN, et pas tous les autres débris, à l'aide de différentes étapes de centrifugation et de rinçage. Au bout de ce travail, l'échantillon ne contient plus que de l'ARN, mais tout mélangé en provenance de tout ce qui pouvait se trouver dans l'échantillon initial. L'ARN du patient, des bactéries et de tous les supposés virus.
La dernière étape consiste à passer l'éprouvette dans un rayonnement d'une longueur d'onde bien choisie, de façon à casser les longues chaînes ARN en petits morceaux de 150 nucléotides. Le séquençage consiste à déterminer la séquence de chacun de ces petits morceaux de 150 nucléotides. Le séquençage de l'ensemble de l'échantillon est réalisé par PCR, la réaction en chaîne par polymérase. Tout d'abord, chaque chaîne de 150 nucléotides est attachée au fond d'un puits, sur une plaquette de verre qui s'appelle flow cell. Il y a des millions de puits contenant chacun une seule chaîne. Il n'est pas possible de déterminer la séquence d'une seule chaîne dans un puits. Ça fait trop peu de matériel génétique pour lancer une détection. Ces chaînes vont d'abord être démultipliées plusieurs fois par polymérisation, de façon à ce que chaque puits en possède plusieurs milliers du même exemplaire. Pour ce faire, les brins d'ARN vont être mis en contact avec une enzyme au milieu d'une soupe de nucléotides libres. L'enzyme va créer le brin complémentaire de l'ARN, formant ainsi un brin d'ADN. Ce brin va être séparé en deux par chauffage, et il y a alors deux brins disponibles. On relance le travail des enzymes pour créer les brins complémentaires et obtenir 4 brins. La réaction va être poursuivie et chaque étape double le nombre de brins dans chaque puits. Ce procédé de multiplication permet d'avoir suffisamment de matériaux pour être analysé. Cette analyse et dernière étape consiste à multiplier de nouveau ces brins, mais avec des nucléotides sur lesquels auront été fixés une molécule fluophore qui va émettre une couleur spécifique. L'appareil mesure la lumière émise pour détecter nucléotide après nucléotide la séquence complète de la chaîne de longueur 150. Le laboratoire chinois identifie ainsi 56 millions de chaînes de nucléotides. Il convient de préciser à ce stade que chaque étape de réplication des brins, tout au long de la méthode, génère des erreurs de réplication. Il peut s'agir de substitution, le remplacement d'un nucléotide par un autre, de délétion, la perte d'un ou de plusieurs nucléotides, ou d'insertion avec l'ajout d'un ou plusieurs nucléotides. Un brin répliqué n'est pas une exacte copie. Pour faire du séquençage, les laboratoires utilisent des enzymes avec des propriétés de haute fidélité, générant une erreur tous les 100 000 nucléotides pour chaque cycle. Sur 56 millions de séquences, un simple calcul de probabilité montre que plus de 300 000 comportent au moins une erreur de réplication. À ces erreurs s'ajoute celle de l'appareil de mesure. Par exemple, pour la technologie Illumina, le taux d'erreur est de 1 toutes les 1000 nucléotides. Nous avons 56 millions de séquences de 150 nucléotides chacune. Ça donne 8,4 millions de nucléotides erronés. Au bilan, les erreurs connues de réplication et de mesure nous disent qu'il y a 86% des séquences qui sont correctement identifiées. Les autres comportent au moins une erreur. Nous ne savons pas quelles séquences sont erronées, ni où se situent les erreurs. L'important à ce stade est juste de bien comprendre que personne ne travaille avec des résultats stricts. Il s'agit d'une science qui comporte une part d'incertitude. Il reste maintenant aux chercheurs à combiner ces chaînes entre elles de façon à reconstruire les grandes chaînes ARN qu'ils supposent être dans l'échantillon initial. Mais surtout, être responsables de la maladie du patient. Par comparaison, imaginez qu'une bombe vient d'exploser au milieu d'un magasin de Lego. Parmi les débris en tout genre, vous déterminez la présence de 56 millions de pièces. Ces pièces ne sont que des reconstitutions, et pour chacune d'entre elles, vous ne disposez que d'une trace, très fidèle mais pas exacte. L'inspecteur chargé de l'affaire vous missionne pour retrouver le coupable, mais sous la contrainte suivante. L'explosion est forcément due à un ensemble de mini-bombes entièrement construites en pièces de Lego, qu'il vous faut reconstituer. Bon, déjà, le coupable est désigné avant de mener l'enquête. C'est un procédé inhabituel en science, ou même dans tous les cas où on fait une investigation. Normalement, on envisage toutes les possibilités et on élimine petit à petit celles qui ne mènent à rien. Mais en plus, aucun être humain n'est capable de reconstituer un puzzle de 56 millions de pièces. Il est nécessaire de faire appel à des logiciels informatiques réalisant cet exercice de recollage. Les logiciels sont écrits par des informaticiens sur la base d'algorithmes mathématiques. À ce jour, je n'ai rencontré aucun biologiste qui maîtrise les algorithmes de ces logiciels. Il est problématique qu'un outil soit une boîte noire pour l'utilisateur. Un logiciel ne fait pas de la magie, ni ne détient de vérité absolue. Il est nécessaire d'avoir un regard critique sur chacun des résultats, au risque de se tromper radicalement de conclusion. Le premier logiciel utilisé sert à nettoyer la base de données. Il retire les séquences considérées comme de mauvaise qualité et celles qu'il identifie comme appartenant au patient ou à ses bactéries par exemple. Dans le cas du SARS-CoV-2, les chercheurs ont utilisé FastQ, préprocessor, et éliminé 30 millions de séquences. Plus de la moitié, c'est énorme, comme le souligne un chercheur allemand qui a tenté de vérifier la totalité du processus.
Il note d'ailleurs un manque de transparence ne correspondant pas aux standards de la science concernant l'éviction de ces chaînes. Pour les 26 millions de séquences restantes, le laboratoire chinois a utilisé 2 logiciels servant à reconstruire les chaînes ARN à l'aide des petits morceaux, Trinity et Megahit. Le premier a généré 1 million de morceaux de génome, allant de 201 à 11 760 nucléotides. Megahit, lui, a proposé 400 000 séquences et la plus longue faisait 30 474 nucléotides, candidate retenue pour le désormais célèbre SARS-CoV-2. On peut s'étonner d'une telle différence entre 2 logiciels utilisés. Leurs méthodes sont certes différentes, mais ça devrait à minima inciter à la prudence. Ces logiciels mettent bout à bout les séquences de 150 nucléotides en les faisant se chevaucher pour reconstruire des séquences plus longues. Plus la longueur de chevauchement est longue, plus on est sûr que ces 2 chaînes appartenaient à une chaîne plus grande. Mais moins c'est fréquent. Le choix de la longueur imposée de chevauchement va lourdement impacter le résultat. De la même manière, plus l'algorithme est tolérant sur les petites différences de nucléotides qu'il peut y avoir pour considérer que 2 séquences se chevauchent, plus il trouvera de résultat. Le résultat final dépend donc d'un grand nombre de choix de paramètres. Pour savoir si 2 séquences se chevauchent, il faut faire une comparaison. Lorsque c'est accepté, cela fait grandir la séquence et on poursuit. Il y a 26 millions de séquences. Chacune d'entre elles peut être essayée avec 26 millions d'autres. Chaque résultat peut être essayé avec 26 millions de séquences. Le principe de cette opération peut être représenté par une forêt de 26 millions de troncs, chacune possédant 26 millions de branches, chacune 26 millions de sous-branches, etc., 26 millions de fois. Le nombre de combinaisons possibles est tellement grand qu'aucun ordinateur au monde ne peut les essayer avant que le soleil ne s'éteigne. Le logiciel va donc faire un nombre limité d'essais. Même si ce nombre est très grand, il reste parfaitement ridicule par rapport à toutes les possibilités. La séquence de 30 474 nucléotides trouvée par Megahit n'est que la plus grande trouvée parmi un petit nombre d'essais au milieu de l'immensité des séquences possibles. Ainsi, lorsque l'on fait retourner le logiciel sur le même jeu de données, il va passer par d'autres chemins et produire un résultat différent. Et c'est ce qui arrive aux mathématiciens allemands qui essayent de relancer Megahit et ne trouvent pas la séquence de 30 474 nucléotides, mais une séquence relativement proche de 29 802 nucléotides. Encore une fois, le principe de reproductibilité scientifique laisse à désirer. De manière logique, personne ne peut affirmer que la séquence de 30 474 nucléotides existe dans la réalité. Il ne s'agit que d'un résultat produit par un algorithme sur la base de bouts de séquences combinés qui ont elles-mêmes un certain niveau d'incertitude. Par ailleurs, le mathématicien allemand révèle que certains morceaux de la chaîne correspondent à des bouts de génome humain qui auraient dû être éliminés par le premier algorithme. Ou encore qu'il parvient à reconstruire d'autres séquences de virus dont la séquence est disponible sur GenBank. Puisqu'aucune expérience de contrôle n'est proposée, il est impossible de savoir si les pièces du puzzle utilisées ne proviennent pas tout simplement du patient et qu'elles sont assemblées jusqu'à obtenir le résultat attendu, un coronavirus proche du SARS-CoV-1. Les logiciels de reconstitution qui associent les séquences accordent en effet une plus grande probabilité d'existence aux chaînes qu'ils connaissent déjà. On retrouve encore plusieurs raisonnements circulaires d'autoconfirmation imbriqués. Je décide que le patient est malade d'un nouveau virus SARS. Je sélectionne uniquement les indices correspondant à cette hypothèse. J'assemble les pièces du puzzle pour retrouver une séquence proche du virus SARS. Je conclus avoir trouvé un virus SARS et j'annonce que le patient est malade d'un nouveau virus SARS. C'est une logique dont il n'est pas possible de sortir. Mais depuis cette date, tous les séquençages sur les individus malades du Covid-19 cherchent à reconstruire des séquences proches de celles de janvier 2020. Ils n'y arrivent pratiquement jamais et mettent en ligne de nouvelles versions appelées variants ou mutants selon les écarts avec les autres séquences. Les technologies utilisées ont des niveaux de précision très différents les unes des autres. Par exemple, l'enzyme TAC utilisée classiquement pour la réplication génère une erreur toutes les 1000 nucléotides, soit 100 fois plus souvent que les enzymes à haute fidélité utilisées pour le séquençage initial. Or, nous avons montré que pour faire des mesures, il faut démultiplier les brins pour avoir suffisamment de lumière émise lors de la dernière étape. Par ailleurs, les séquenceurs à nanopores utilisés dans beaucoup de laboratoires ont un taux d'erreur de nucléotides estimé de 5 à 15%. À chaque séquençage, le flou généré permet de construire ce qu'on veut, notamment une séquence proche du SARS-CoV-2 si c'est à la mode, et aujourd'hui plusieurs millions de séquences du SARS-CoV-2 ont été publiées. On peut même constater que la séquence initiale de 30 474 nucléotides a été annotée, autrement dit corrigée, et n'en contient plus que 29 903.
car l'initial a finalement été considéré comme portant des erreurs, et cela illustre la confiance à accorder à la méthode. D'ailleurs, cette séquence du SARS-CoV-2 est dérivée d'une séquence du SARS-CoV-1 qui n'a pas apporté davantage de preuves expérimentales, mais sert aujourd'hui de justification. Oh, vu qu'on a prouvé que le SARS-CoV-1 est un virus pathogène, ça suffit pour prouver que le SARS-CoV-2 aussi. Il reste à trouver cette preuve initiale. La séquence du SARS-CoV-1 a elle-même été reconstruite et validée parce qu'elle ressemblait à des séquences construites à partir d'échantillons de crottes de chauve-souris, la BAT-SL-CoV ZC45, chauve-souris qui n'était pas malade du tout. Mais cela a permis d'étayer le scénario du virus dormant inoffensif chez des animaux, mais qui finit par muter et décimer la population humaine. La chauve-souris, animal terrifiant, est certainement un meilleur candidat d'un point de vue scénaristique que le panda. Donc à ce stade, les virologues n'ont toujours pas prouvé qu'il y avait le moindre virus dans l'échantillon, encore moins qu'il était responsable de la maladie du patient, mais se sont débrouillés pour reconstruire une séquence qui leur plaît. Une séquence qui leur plaît puisqu'elle ressemble à une autre séquence qu'ils ont déjà reconstruite de la même manière, qui ressemble elle-même à une autre séquence qu'ils ont également reconstruite de la même manière, sans jamais prouver à aucun moment qu'il y avait bien chez les individus incriminés quelque chose qui pouvait apparenter à un pathogène. Le pathogène est toujours une hypothèse initiale, une spéculation et en aucun cas une conclusion de ce travail. Pour reprendre notre exemple du Père Noël, c'est comme si on disait qu'on réussit toujours à retrouver un portrait robot du Père Noël à proximité de l'endroit où on a reçu des cadeaux. Ça n'est jamais le même Père Noël, mais c'est pas grave, on dit que c'est quand même le Père Noël, c'est juste qu'il a des variants. Dans cette dernière partie, nous allons nous attaquer aux tests. Aucune des trois premières méthodes ne prouve que le malade est malade à cause d'un pathogène. À chaque fois, ce n'est qu'une hypothèse, une spéculation, et on fait semblant de prouver quelque chose. Avec le test, c'est la même chose. On prétend avoir déjà isolé le pathogène, le connaître parfaitement, et ensuite on va tester les gens pour savoir s'il est là. Et s'il est là, on déclare la personne malade, même si elle est en parfaite santé. La vraie nouveauté de cette pandémie Covid-19, comme le soulignent les Bailey, a été le recours massif aux tests. Toute personne obtenant un test Covid-19 positif était considérée comme malade et contagieuse, même si elle était en parfaite santé. Voilà qui aurait simplifié la vie du docteur Knock, pour qui tout bien portant est un malade qui s'ignore. Il y est démontré, clair comme le jour, à l'aide de cas observés, qu'on peut se promener avec une figure ronde, une langue rose et un excellent appétit, et receler dans tous les replis de son corps des trillions de bacilles de la dernière virulence, capables d'infecter un département. Fort de la théorie et de l'expérience, j'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, par exemple. Absolument rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un. Moi, docteur. Je serais curieux de connaître quelqu'un qui, au sortir de cette deuxième petite causerie, se sentirait d'humeur à batifoler. Vous pensez, docteur, que je suis un porteur de germes? Non, pas vous spécialement. J'ai pris un exemple. Au revoir, cher monsieur Bernard. Au revoir. Et merci encore de votre adhésion, dont je ne doutais pas. Commençons par rappeler la différence entre un test et la réalité. Par exemple, lorsqu'une femme souhaite savoir si elle est enceinte, elle peut acheter et utiliser un test de grossesse. Le résultat, positif ou négatif, lui donne une indication sur le fait qu'elle est enceinte ou non. Le test a une certaine fiabilité et ce n'est pas 100%, même si dans ce cas précis, la confiance est bonne. Si on s'amusait à organiser un grand dépistage à l'aide de tests de grossesse sur tous les 2,5 millions de petits garçons de 8 ans de l'Union européenne, on obtiendrait des tests positifs. Il conviendrait de décider ce qu'on fait avec un petit garçon de 8 ans ayant obtenu un test de grossesse positif. Doit-on lui faire commencer un suivi de grossesse? Un suivi de grossesse asymptomatique, évidemment. Plus sérieusement, un tel test de grossesse positif est nécessairement un faux positif. Les petits garçons de 8 ans ne sont pas enceintes. C'est le test qui a tort. Le fait d'être enceinte est la réalité, c'est le gold standard, c'est la référence. Le test n'est qu'un test. D'ailleurs, on peut connaître la fiabilité d'un test de grossesse en testant des femmes que l'on sait être enceintes et des femmes que l'on sait ne pas être enceintes. Le nombre de faux positifs, c'est-à-dire un test positif mais une femme qui n'est pas enceinte, détermine la spécificité du test. Le nombre de faux négatifs, c'est-à-dire un test négatif mais la femme est quand même enceinte,
détermine la sensibilité du test. Ces deux indicateurs mesurent la fiabilité du test. Et dans le cadre du test Covid-19, notamment le test Drosten, il n'a pas été défini ce qu'est un malade du Covid-19. Jamais une liste spécifique de symptômes n'a été clairement établie et tout peut rentrer dedans. Il s'est donc passé un phénomène contraire au principe même de la médecine. C'est le test, dont on ne sait pas ce qu'il vaut, qui est venu déterminer ce qu'est un malade du Covid-19. Il s'agit encore d'un raisonnement circulaire. Les tests positifs désignent les malades, puisque les malades ont des tests positifs. Un raisonnement circulaire témoin d'une totale absence de rigueur scientifique. La fiabilité du test Drosten n'a absolument jamais été étudiée sur des individus avant sa diffusion. Ce test a été conçu sur la base de la séquence génétique du virus publiée sur GenBank, dont nous avons détaillé le processus de création. L'équipe de Drosten a publié 3 séquences d'amorces. Les amorces sont des petits bouts d'ARN qui vont se fixer sur une séquence jumelle s'ils la trouvent dans l'échantillon et vont servir de point de départ à la réplication de la séquence complète recherchée et à son identification. L'amorce avant, forward primer, de 26 nucléotides, l'amorce arrière, reverse primer, de 22 nucléotides, vont sélectionner des brins de l'échantillon qui seront démultipliés pendant la première phase de réplication. La sonde de 27 nucléotides est celle qui sera détectée grâce au signal fluorescent par la machine au moment de la deuxième phase de réplication. En théorie, la chaîne que l'on recherche doit posséder les 3 amorces. Les 2 premières pour que la séquence cible soit répliquée un grand nombre de fois, et la dernière pour qu'elle soit de nouveau répliquée, mais tout en mesurant le signal fluorescent à chaque réplication. Rappelons que nous parlons de la séquence publiée du SARS-CoV-2 qui n'est que le résultat d'une construction informatique, à l'aide de morceaux potentiellement erronés et dont personne n'a jamais montré l'existence dans le monde réel. Mais en fait, c'est le cas pour la quasi-totalité des séquences publiées sur GenBank. L'équipe de Drosten, pour inventer son test, a sélectionné des sous-séquences particulières de cette séquence théorique du SARS-CoV-2 qu'il considère comme stable et suffisamment différente de toutes les autres séquences théoriques des autres virus pour rester spécifique au SARS-CoV-2. En novembre 2020, un groupe international de microbiologistes a publié un article expliquant les écarts méthodologiques de ce protocole Drosten avec les standards habituels. Les standards qui sont déjà discutables, comme nous venons de voir. Par exemple, pendant la phase de réplication, la très forte concentration des amorces, la faible température préconisée et les nucléotides indiqués comme non spécifiques vont démultiplier le nombre d'erreurs de duplication. En conséquence, un grand nombre de tests ressortiront positifs pour rien. De plus, les 3 amorces choisies se trouvent à une extrémité de la séquence du SARS-CoV-2. C'est un choix étrange puisque même si on pense que la séquence existe, qu'elle est spécifique et correspond à un pathogène, on devrait vérifier qu'elle se trouve en entier dans l'échantillon, et pas seulement un petit morceau qui peut être un simple résidu. Encore mieux, il est possible de tester les 3 amorces choisies grâce au logiciel BLAST, afin de vérifier qu'on ne les retrouve pas dans le génome humain. Le logiciel BLAST fait une comparaison de la séquence qu'on lui donne avec le génotype appelé GRCH38, pour Genome Reference Consortium Human Build 38, qui est une construction standard du génome humain, mais donc fictive, réalisée à partir du génome de différents individus. Les humains sont tous différents, il n'est donc pas possible d'être certain que des amorces bien construites, c'est-à-dire qui ne correspondent pas à des bouts de séquence de ce GRCH38, ne se retrouvent pas chez d'autres humains, rendant ainsi le test positif. Il s'agit juste d'une base de travail, une vérification minimale. La première amorce, le forward primer, ainsi que la troisième, la sonde, sont toutes deux présentes, au moins partiellement, dans les chromosomes 1, 4, 7, 9, 16 et 21 du GRCH38. Sur le chromosome 9, on retrouve même 20 nucléotides alignés sur les 21 pour la première amorce. Ces 2 amorces sont considérées comme non spécifiques et fréquemment présentes dans le génome humain. En revanche, BLAST ne trouve pas de correspondance quasi parfaite avec la deuxième amorce dans le génome GRCH38. Une recherche plus large donne de bonnes correspondances dans les chromosomes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 et 22, dont des alignements parfaits sur 15 à 18 nucléotides. Elle n'est donc pas très spécifique non plus. Il est parfaitement envisageable que les 3 amorces du test Drosten puissent trouver correspondance dans le génome humain et fournir un résultat positif.
Sans compter que l'amplification fonctionne parfois avec une seule amorce, même dans des conditions idéales, et que la moindre variation de température ou de produit dans le processus va fausser le résultat. Ainsi, un test positif avec le test Drosten vous indique « Vous avez de l'amorphe qui contient de l'ARN qui ressemble fortement à ce qu'on retrouve chez l'humain fictif GRCH38. Félicitations, vous avez probablement de l'amorphe d'humain au fond du nez. » Grâce à la psychose Covid et au gigantesque nombre de tests réalisés dans la population, nous disposons d'une immense base de données pour vérifier si ces derniers ont un quelconque rapport avec le fait d'être malade. Et sans surprise, non. Par exemple, selon les données du ministère de la Santé, en France, en 2021, la majorité des tests Covid positifs concernaient des personnes en parfaite santé. Donc si vous avez un test Covid-19 positif, réjouissez-vous, vous allez très bien. Inversement, les personnes malades et symptomatiques avaient en majorité des tests négatifs. Donc vous êtes malade comme un chien, mais tout va bien, c'est pas le Covid. Ce résultat se retrouve dans l'étude de l'IHU de Marseille citée plus haut, qui montre même une charge virale bien plus importante chez les personnes en parfaite santé que chez les malades. Contrairement à ce qu'affirme une partie importante des opposants aux mesures prises pendant la crise, le problème des tests n'était pas qu'ils étaient mal faits sauf à l'IHU, mais bien qu'ils n'ont aucun rapport avec la science ni avec la médecine. Nous avons détaillé ici uniquement le plus fiable des tests. Les tests antigéniques rapides ne sont pas en reste. Ces derniers sont censés réagir face à une protéine spécifique du virus. Selon la littérature, ils sont moins sensibles que les tests PCR, c'est-à-dire moins souvent positifs. Dans la réalité, le recours massif aux tests antigéniques a eu lieu en France à partir de début 2022, moment où le taux de positivité a explosé jusqu'à dépasser les 30%. Il s'agissait pour les laboratoires de répondre au raz-de-marée de demandes de tests à cette époque. Il n'y avait aucune pandémie, mais c'est à ce moment que le gouvernement a décidé de contraindre les Français vaccinés 2 fois de recevoir une 3e dose, sous peine de perdre l'avantage de leur passe vaccinal. Bizarrement, les Français ne se sont pas rués vers les vaccins sûrs et efficaces, mais vers les tests dans l'espoir d'avoir un test positif, considéré comme aussi protecteur qu'un vaccin. En Afrique, le président de la Tanzanie, John Magufuli, a demandé en 2020 à vérifier ces tests en les aspergeant d'huile de moteur, de salive de mouton, de chèvre ou encore de jus de papaye. Les résultats se sont révélés positifs. Ce genre de vérification n'est pas réalisé par les laboratoires qui savent probablement qu'elle ne porte pas chance. Le président Magufuli est décédé en février 2021 à l'âge de 61 ans de problèmes cardiaques, immédiatement remplacé par la vice-présidente qui a beaucoup mieux compris l'intérêt des tests et des mesures Covid que son prédécesseur. Finalement, c'était une histoire de pédagogie et longue vie à la science. Nous sommes face à une pure escroquerie qui a coûté plus de 13,8 milliards d'euros à l'assurance maladie. Si on se place du côté des laboratoires pharmaceutiques, il convient plutôt de dire rapporter que coûter. Et pour finir, devinez qui est à l'origine des tests SARS-CoV-1 de 2003, toujours ce très cher Dr Drosten. Nous venons de voir en détail les 4 seules méthodes utilisées par les virologues pour prétendre que les virus sont des pathogènes et que les virus expliquent pourquoi les gens sont malades. Nous avons vu qu'aucune des 4 méthodes n'isole la variable virus dans l'expérience et que la plupart du temps, l'expérience témoin est absente du protocole. Les rares fois où elle est présente, d'ailleurs, elle infirme l'hypothèse initiale. Il n'y a donc absolument aucune raison scientifique d'accuser les virus de rendre malades. Il s'agit d'une spéculation, d'une hypothèse et absolument pas la conclusion d'expériences probantes. Le titre du dernier chapitre du livre des Bailey, « Toutes les pandémies mènent à des vaccins », termine d'enfoncer la croyance pandémique en montrant à quoi elle aboutit, le vaccin. Seule la crise du sida a fait exception. En France, les dépenses de vaccination s'élevaient à 700 millions d'euros par an avant la crise. En 2021, ce montant a été multiplié par 7, avec l'achat de vaccins Covid-19 pour 2,2 milliards d'euros et le financement de la vaccination pour 1,6 milliard d'euros. Une aubaine pour l'industrie pharmaceutique, c'est évident, mais aussi pour les vaccinateurs. Le soutien de la profession médicale vis-à-vis de la vaccination ne serait probablement pas aussi fort s'il n'y avait rien à gagner au passage. Ce racket reste toutefois inférieur à celui des tests que nous venons de développer. La vaccination est quand même nécessaire au scénario puisque c'est la clé permettant à l'industrie et aux politiques de sauver les humains, en accaparant leurs impôts évidemment.
Je peux témoigner avoir participé activement au mythe du vaccin sauveur en répétant jusqu'à récemment que ces derniers ont sauvé des centaines de millions de vies. Il s'agit tout simplement des informations que l'on reçoit dans sa scolarité en écoutant son médecin, en écoutant les médias ou en surfant sur Internet. D'ailleurs, quand on dit quelque chose et qu'on l'entend de nouveau dans la bouche de plusieurs autres personnes, cela nous conforte dans l'idée que c'est la vérité. En tant que statisticien, il suffit de vouloir ouvrir les yeux pour que ce mythe s'écroule tout seul. Si la vaccination a vraiment un impact aussi fort sur la survie des humains, tout particulièrement des enfants, on devrait voir les taux de mortalité chuter à chaque nouveau vaccin. En réalité, la mortalité, et surtout infantile, diminue régulièrement partout dans le monde occidental depuis le début du XXe siècle. Aucun vaccin n'a la moindre influence sur cette courbe. Mieux, les auteurs de Vaccination, la grande désillusion mettent à disposition de très nombreux graphiques détaillant l'évolution de la mortalité infantile au XXe siècle pour de très nombreuses maladies. Par exemple, lorsque le vaccin contre la rougeole arrive aux États-Unis en 1963, la mortalité attribuée à la rougeole est déjà quasiment à zéro. Mais par un tour de magie de communication, on attribue au vaccin les bénéfices qui ont en fait été obtenus par l'amélioration des conditions de vie. À l'ère de la maladie 2.0 que nous avons vécue avec la crise Covid-19, il n'y a même plus besoin d'étudier des malades pour concevoir des vaccins. Ils sont directement conçus à partir de la séquence génétique du virus. Et comme nous l'avons montré dans Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, ni Pfizer ni Moderna, dans leur étude de phase 3, n'ont promis que leur vaccin allait protéger les gens contre le fait d'être malades. Les vaccins protègent contre le fait d'avoir un test positif. Être malade comme un chien, mais avec un test négatif, est considéré comme une réussite vaccinale. Merci la science. Nous avons montré plus haut que les tests n'ont aucun rapport avec la maladie. Il est donc étrange que les laboratoires aient réussi à créer un vaccin permettant de rendre négatifs les tests. D'ailleurs, même l'IHU de Marseille montre que les vaccinés ont des charges virales plus grandes, bien que ça ne signifie rien en termes de maladie. En fait, ni Pfizer ni Moderna n'ont mis en place un protocole pour tester le même nombre de fois les vaccinés que les non-vaccinés dans leur étude. Il leur a suffi d'éviter de tester les vaccinés et de ne tester que les non-vaccinés. Pas de test positif. Pas de test positif, le vaccin fonctionne. Voilà comment on fabrique des vaccins sûrs et efficaces grâce au progrès de la science. D'ailleurs, tous les pays ayant acheté à prix d'or ces fameux vaccins ont mis en place à grande échelle l'escroquerie permettant de faire croire qu'ils sont efficaces. Le pass sanitaire ou le pass vaccinal. Pendant le pass sanitaire, les non-vaccinés sont obligés de se tester régulièrement et ont donc parfois des tests positifs. Les vaccinés, eux, ne se testent que sur la base du volontariat, donc très rarement. Ils ont bien moins souvent de tests positifs puisqu'ils se testent moins. Le vaccin protège très efficacement contre le fait de se faire tester. Malgré la propagande médiatique, qui donne l'illusion d'un consensus scientifique mondial favorable à la vaccination, de très nombreux scientifiques se sont élevés contre cette pratique. Il est tout simplement impossible de réussir à objectiver un quelconque bénéfice en termes de santé à l'aide des statistiques à notre disposition. La vaccination perdure et jouit d'une illusion scientifique puisqu'elle est censée fonctionner en théorie. Elle découle directement de la théorie du germe par un raisonnement logique que l'on peut résumer comme suit. La maladie est forcément due à un germe, ce germe est identifié par la mise en culture et le séquençage, on peut faire un test pour détecter la séquence du germe chez les gens afin de savoir s'ils sont malades, on peut faire un vaccin pour que l'organisme lutte efficacement contre le germe. De nombreuses voix ont dénoncé l'absence de preuves scientifiques concernant le quatrième point. Mais si ces voix restent minoritaires, le scandale de la vaccination Covid-19 a ouvert des brèches dans les murs du mensonge. Toutefois, encore trop peu de scientifiques font l'effort de questionner le fondement des autres points. Pourtant, si la vaccination est un échec, c'est qu'il y a une erreur de raisonnement plus haut. Il est donc grand temps de se questionner sur la validité de la théorie des germes. D'un autre côté, si on découvre qu'elle n'a pas de socle scientifique solide, alors c'est l'ensemble de ses implications qui s'écroule, dont la vaccinologie. Pour beaucoup aujourd'hui, ce questionnement semble encore être trop difficile. Il fait s'écrouler un pan tellement énorme de la compréhension du monde que cela devient vertigineux. Le livre de Sam et Mark Bailey est une invitation à faire ce pas dans le chemin de la compréhension. Même si cela peut faire peur au premier abord, l'enjeu est bien celui de retrouver de la sérénité. Ne croyez plus aux pandémies,
car la fable des pandémies est une campagne de terreur, le socle sur lequel reposent les mesures liberticides et obligations en tout genre pour nous protéger. Se libérer de cette peur, c'est précisément retrouver sa liberté pleine et entière. Ce chemin commence par cesser de croire la propagande médicale, mais suivre son propre chemin en questionnant ses fondements. Et bonne route à tous.